Quelques minutes passées 1 heure. Dans la nuit du 1er octobre 1983, on frappe à la porte chez Normand Lacombe. L'homme se rend ouvrir, puis 3 coups de feu retentissent. Des bruits de pas précipités résonnent ensuite dans l'escalier de secours de l'immeuble. L'épouse de la victime, Justine Levasseur, appelle aussitôt à son secours Maurice Lacombe, son beau-frère. J'ai demandé à ma belle-sœur qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, je sais pas. Elle n'a pas dit je sais pas, elle dit rien qu'il va mourir. J'ai juste entendu un bruit, puis je te l'ai dit. Il n'y a plus personne. Là, mon père a demandé, t'étais où, toi, quand ça s'est passé? Puis il a dit qu'il était couché. Ils sont couchés les deux ensemble. Norm! Sacrement. La police s'en vient dessus. La police s'en vient. Vers 1h15, 1h30 du matin, j'ai reçu un appel chez moi me disant de me rendre aux homicides et qu'on avait une scène de meurtre à couvrir. On a quand même examiné l'intérieur de la maison pour voir s'il y avait eu une bagarre ailleurs qu'à l'entrée, mais ça semblait tellement évident que les coups de feu avaient été tirés à partir de la porte puis que le corps était tombé tout près de la porte. Normand Lacombe a été atteint de 3 balles de revolver à la poitrine et à la tête et n'a pas survécu à cette agression. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants, de même qu'une famille unie. On a vraiment trouvé ça dur, là, parce que c'était vraiment le bébé, là. C'était le bébé, c'était le plus jeune, là, sur le côté à mon père, là. C'était tellement bien préparé, le meurtre par les 2 individus, qu'ils se sont rendus à l'adresse de la victime. Ils ont monté l'escalier. Mais avant de cogner à la porte chez Normand, ils ont pris un papier cellophane, fait une petite boule avec ça, qu'ils ont mis chez le voisin, dans l'œil magique du voisin. Pour pas que le voisin voie ce qui se passait dans l'appartement. Donc, quand ils ont tiré, là, le voisin est venu pour regarder. Pas voir, il n'y a rien. Les témoins qui ont entendu les coups de feu puis qui ont entendu la fuite, eux autres sont venus à bout de nous permettre de déterminer qu'il n'y avait pas juste les pas d'une personne, mais qu'il y avait les pas de 2 personnes et que la fuite s'était faite à l'extérieur. Immédiatement après que les bruits dans l'escalier ont cessé, qu'elle avait entendu des portes de véhicules fermées. Quand on arrive sur une scène semblable, il y a toujours plusieurs hypothèses qui viennent à l'esprit. Ceux qui ont commis le crime à l'époque avaient déjà planifié ne pas être vus par qui que ce soit, et qui avaient choisi l'heure aussi pour exécuter le crime. Les assassins de Normand Lacombe ont donc planifié leur coup comme des professionnels. Qui pouvait donc en vouloir à cet homme qui n'est jamais apparu sur le radar de la police? Les enquêteurs vont se mettre en frais d'en savoir plus sur son compte. Mon autre Normand, c'était... dans le temps, il faisait du towing. Quasiment tout le monde à la Chine le connaissait. La preuve, c'est qu'au salon, c'était plein vers en bord. Puis c'est un homme qui était... que moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais c'est un homme qui était bien gentil. Une personne l'appelait, s'il était en panne 2-3 heures du matin, qu'il n'y avait pas d'argent, il l'appelait « Norm, tu peux-tu me dépanner? » Il n'y avait pas de problème avec ça, là. Au cours de leur enquête, les policiers apprennent que la victime aurait trempé dans une transaction de drogue. C'était minime parce certaines personnes parlaient d'une valeur de 800 pièces, d'autres parlaient d'une valeur de 1200 pièces. C'était minime comme transaction. La piste d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue finira par se refroidir.
les enquêteurs vont devoir chercher ailleurs. Une autre piste s'offre à l'examen des enquêteurs, celle d'une tentative de vol qui aurait mal tourné. L'épouse de la victime, elle nous a jamais parlé de stupéfiants à l'époque, là, la première rencontre. Ça n'a jamais été mentionné. Sauf qu'elle nous a conté qu'il y avait 8000 pièces dans la maison et puis qu'il y avait 3000 qui appartenaient à quelqu'un d'autre. Je me souviens pas à qui exactement, mais qu'il restait quand même 5000 qui n'a jamais été établi, dont la provenance n'a jamais été établie non plus, là. Il y a bien des choses qu'on aurait dû entendre de la provenance de la bouche de madame, comme des fréquentations qu'il y a eu, l'achat de drogue, un peu de ces éléments-là. C'est pas de elle qu'on a appris ça en partant, là. C'est de quelqu'un d'autre qu'on l'a appris. Ça nous avait dit, écoutez, il y a un gars des Hells Angels ou un gars des motos qui est venu ici. Il savait qu'il y avait de l'argent. Peut-être lui qui est venu ici, qui a tué mon mari pour venir voler l'argent. Voilà, mais il n'y a jamais été question de ça. Si les motards sont venus à l'esprit de l'enquêteur Bisson à l'époque, c'est que Normand Lacombe était un adepte de la moto. Et il savait acheter un Harley. Je crois qu'il aimait bien faire de la motocyclette, là. Je sais qu'il s'est déjà ramassé sur la rue Sainte-Catherine, Saint-Laurent, en quelque part, d'un pôle room, pour aller jouer au billard, puis ça n'a pas été développé plus loin que ça, là. L'hypothèse du vol raté des 8000 $ qui dormaient chez Normand Lacombe, pas plus que celle d'un règlement de compte lié au trafic de drogue, n'ont résisté à l'examen des enquêteurs Bellemare et Bisson. Il leur faut chercher ailleurs. Mais je n'ai pas travaillé tellement longtemps sur ce dossier-là. Et il ne faut pas oublier non plus que nous n'avions pas juste une enquête de meurtre. On avait, Bellemare et moi, on avait plusieurs dossiers en cours. L'enquêteur André Bisson doit quitter l'enquête et s'atteler à d'autres dossiers. L'enquêteur Raymond Bellemare, à qui s'est joint un nouveau coéquipier, n'arrivera pas à percer le mystère de l'assassinat de Normand Lacombe. Du moins, pas à court terme. En fait, un étonnant concours de circonstances allait le mettre sur la bonne piste. Mais il allait survenir 6 ans plus tard, quand un des assassins allait lui-même trahir le secret de cette exécution. Normand Lacombe, un mécanicien de 32 ans, a été abattu à la porte de sa résidence en octobre 1983, sans mobile apparent. Quelques pistes s'offrent aux policiers qui, au final, s'avèrent vaines. On nage en plein mystère. Le temps finit par passer sans que ce meurtre ne soit résolu. 2 ans plus tard, une affaire sensationnelle, apparemment sans rapport avec cette exécution, éclate à Montréal. À la mi-octobre 1985, en soirée, l'avocat Frank Chauffy est abattu à la porte de son bureau. Il se trouve que l'enquête déclenchée alors va indirectement mener les policiers montréalais à déchiffrer l'énigme de l'assassinat de Normand Lacombe. Vers 11h25, 11h30, j'ai entendu 5 détonations de fusil. Ça a fait pow, 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 pow. Puis, c'est tout. J'ai pas vu personne, j'ai rien entendu d'autre. Ça prend quelqu'un de vraiment méchant de faire quelque chose comme ça à Frank. Frank Chauffy, c'était le criminaliste, là, pas le plus connu, mais un des plus connus de Montréal. C'est un gars qui rêvait de faire de la politique. Il s'impliquait beaucoup pour les jeunes. C'était le gars qui, son bureau, là, c'était un Robin des Bois, là. Finalement, il aidait tout le monde, puis tout ça. C'est un gars affable. C'est un gars qui n'avait pas d'ennemis, en fait. On va faire beaucoup de tapage autour de cette affaire, car c'est la première fois que des truands osent s'en prendre à un criminaliste montréalais. Qui plus est, celui-ci est aussi un personnage éminemment public et un membre très en vue du Parti libéral du Québec. À cette époque, les fameux frères Hilton faisaient la pluie et le beau temps sur les rings québécois. C'était des boxeurs qui avaient plein d'avenir, puis Chauffy s'en occupait comme un père de famille. Donc, Chauffy avait
à cœur de bien défendre les Hilton. Donc, quand il était assassiné, on a vite raccordé le contrat que les Hilton venaient de signer avec un promoteur de New York, Don King, le contrat avait été signé par l'avocat de Frank Cotroni. Puis on avait fait prendre un coup au père Hilton pour qu'il signe le contrat pour ses fils. Donc, il y avait plein de rumeurs que le contrat avait été fait dans des conditions pas tellement catholiques. Puis Chauffy avait dénoncé ce contrat-là en disant que c'était pas avantageux pour les Hilton et tout ça. Donc, tout le monde a tout de suite pensé, c'est la mafia qui a fait assassiner Chauffy. Puis pendant longtemps, les policiers ont eu ça comme piste de travail pour expliquer l'assassinat de Chauffy. 4 ans après le drame, en 1989, un indicateur annonce à des policiers que le coup est plutôt le fait de Michael Fidanoglou, un toxicomane incorrigible, doublé d'un braqueur de banque en Syrie qui avait eu recours au service de l'avocat. Finalement, c'était pas ça du tout. C'était un problème d'un client un peu fou de Chauffy qui était insatisfait d'une décision qu'un juge avait rendue et qui s'en est pris à Frank Chauffy. Il l'a assassiné pour une niaiserie, finalement. Selon la source des policiers, Fidanoglou était assisté d'un complice, Michael Sarandou, lui aussi toxicomane et tête brûlée. Cette information ne permet pas de porter une quelconque accusation contre les suspects, des durs à cuire notoires qui trempent dans le crime depuis leur adolescence. On aura beau remuer ciel et terre, on ne trouvera pas d'autres indices. Peu de temps après, on coffre Sarandou. À la sortie d'un restaurant, il a abattu de 4 balles à la tête sa toute nouvelle amie de cœur, avec laquelle il venait de se disputer. Donc là, il est cuit comme meurtrier de sa blonde, mais il est aussi recherché pour une série de hold-up. Le criminel habitué des prisons et familier des milieux policiers estime n'avoir rien à perdre. En échange de certains avantages qu'il négocie avec les policiers, il consent à faire des révélations sur certains meurtres non résolus, à la condition que l'on ne porte aucune accusation contre lui. Il confie avoir bel et bien été le complice de Fidanoglou dans l'assassinat de l'avocat Chauffy. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ça. On peut pas utiliser une déclaration comme ça contre lui, à moins que les policiers trouvent de la preuve indépendante, trouvent d'autres témoins pour poursuivre le dossier. Mais la seule déclaration d'un accusé, d'un auteur de crime, n'est pas suffisante pour arriver à porter des accusations. Mais une autre confidence de Sarandou va avoir des répercussions. C'est toi qui l'as tué. T'as tué Normand Lacombe. Oui. En effet, il révèle être l'assassin de Normand Lacombe. Là encore, Fidanoglou était de l'expédition. La déclaration de Michel Sarandou ne manque pas de parvenir à l'enquêteur Bellemare, qui rouvre le dossier du meurtre de Normand Lacombe. Son partenaire d'il y a 6 ans, André Bisson, n'est pas disponible. C'est Jean-Guy Auger qui sera à ses côtés. Et on a retracé les gens qui étaient autour de ça depuis 7 ans qui auraient pu bouger. Et on a localisé les personnes impliquées. Ce que Sarandou a raconté aux policiers, c'est qu'il a été payé 10 000 $ par un certain Roger pour assassiner Normand Lacombe. 10 000 piastres, ouais. Pour te débarrasser. L'enquêteur Bellemare fait aussitôt le lien. Un ami de Normand Lacombe se prénommait effectivement Roger. À un moment donné, on a rencontré le fameux Roger qu'on avait identifié à ce moment-là comme Roger Loiseau. Les enquêteurs s'attaquent donc au maillon qu'il estime le plus faible de la chaîne, Roger Loiseau, un type rangé, sans histoire. Là, j'ai constaté que il y avait une vie stable. Il y avait une conjointe qui était enceinte à ce moment-là. Il y avait un bon travail. Raymond Bellemare et Jean-Guy Auger sont sûrs de l'information qu'ils tiennent de Michael Sarandou. Ils ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants du complot qui a amené à l'assassinat de Normand Lacombe. Mais ils ont la certitude que Roger Loiseau en faisait partie. Ben là, on lui a parlé des tueurs. On lui a montré certaines photos. On lui a dit que on savait l'histoire un peu plus. On savait que ça va coûter un certain montant d'argent. Que l'individu qu'il avait rencontré, c'était un Mr. Smith. C'est tous des faits véridiques, là. Donc, je vois ça dans la tête de l'individu, là. Ils savent de quoi il parle à ce moment-là.
Les contacts, là. OK, tout est à beau courant, mais il y a d'autres choses que tu as faites, par exemple. Et puis, il nous a raconté comment le meurtre s'était fait, les préparatifs qu'il avait faits, puis qu'effectivement, c'est lui qui avait engagé des tueurs, qui avait payé 10 000 $, puis que, conjointement avec Jocelyne Levasseur. Le 12 mars 1990, Roger Loiseau passe donc aux aveux. Il a une longue histoire à raconter. Il va permettre de faire la lumière sur un complot où il n'est pas le seul à avoir trompé. Normand Lacombe, un mécanicien de 32 ans, a été abattu à la porte de sa résidence en octobre 1983, sans mobile apparent. Les enquêteurs ne tardent pas à nager en plein mystère. 6 ans passent avant que Michael Sarandou, un truand de carrière arrêté pour un autre meurtre, raconte aux policiers avoir été payé 10 000 $ pour assassiner Lacombe. Il aurait fait affaire avec un ami de la victime. Roger Loiseau, l'ami en question, cuisiné par les enquêteurs, décide de se mettre à table. L'histoire qu'il raconte ne manque pas de rebondissements. Elle commence un après-midi de printemps en 1983. Quelque temps plus tôt, Jocelyne Levasseur et lui, qui se connaissent depuis longtemps, se sont rapprochés. Elle est malheureuse en ménage avec son compagnon. La situation est la même pour Loiseau. Ils ont commencé par se faire des confidences, puis s'est progressivement amouraché d'elle. Un jour, Normand Lacombe, rentrant chez lui à l'improviste, surprend sa femme et son ami dans une situation compromettante. T'as pas joué? Après 9, mettons 10. OK. Tiens, j'ai mis 3, oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai Joue au gars. Comment? Non, joue au gars. La colère de Normand Lacombe explose aussitôt. Il prévient les 2 tourtereaux que s'il découvre que sa compagne l'a bel et bien trompée, il va la tuer, elle et leurs 2 enfants, puis il va faire la peau de Loiseau avant de se brûler la cervelle. Et suite aux rencontres que j'ai eues avec lui, l'interrogatoire, après avoir passé plusieurs heures avec lui, puis encore là, je veux pas le protéger pour ce qu'il a fait, là. C'est un crime, un meurtre premier degré. Par contre, tu vois que l'individu, c'est pas criminalisé, mais pas du tout. Et mon opinion à moi, c'est qu'il s'était fait embarquer. Il avait fait ça de peur surtout, parce que la victime, sans être un bandit, loin de là, c'est un gars qui était violent un petit peu, costaud, 200 quelques livres, puis Roger n'avait peur. C'était un homme qui était très fort, il faisait des haltères. Il pouvait lever des 300, 400 livres, là, bien facilement. Peu à peu, va germer dans l'esprit de Loiseau et Levasseur l'idée que la seule façon d'échapper au pire, c'est pour eux de frapper les premiers. Il n'est pas question de s'acquitter eux-mêmes de la sale besogne. Il leur faut trouver quelqu'un qui le fera pour de l'argent. On a dit à Roger, quand tu as engagé des tueurs, de quelle façon tu les as trouvés? À ce moment-là, il nous a parlé de son l'ex-ami de cœur de sa sœur. Et disons que j'ai demandé s'il était prêt à tuer un individu pour moi. Il a accepté. Il y a eu un montant d'argent qui a été donné. Mais entre-temps, l'individu en question n'a pas été capable de faire la job. Par contre, il a dit à Roger, je vais essayer de trouver quelqu'un. Un certain Simard, un pusher de quartier, le met en relation avec une connaissance, une dame Baudin, qui a des contacts dans les milieux mafieux. Elle connaît un certain Marcel Sacatelli. C'est un individu que moi, quand je travaillais le dossier, il était propriétaire d'un commerce à Verdun, à pâtisserie La Bohème. Cette dame Baudin demande d'être éventuellement payée 1 000 $ pour approcher Sacatelli. Au bout du compte, elle met celui-ci en contact avec Loiseau. Les 2 compères s'entendent. Loiseau versera 1 000 $ pour sa peine à l'autre qui lui promet que le tueur à gages va l'appeler. Il est entendu qu'au téléphone, il sera question d'un paint job, d'un contrat de peinture.
Fait qu'une journée, Roger a reçu un téléphone. Un individu qui lui a dit I'm calling for a paint job. C'est en anglais. Roger Loiseau versera 5 000 $ d'avance et un autre 5 000 $ une fois le contrat exécuté. Fait qu'il y a une rencontre qui s'est faite. Roger a donné le 5 000 $. La photo, ainsi que l'adresse où demeurait la victime, bien entendu. Ce dernier est celui-là même qui, des années plus tard, a confié le secret du meurtre de Lacombe aux enquêteurs des homicides, à la condition de ne pas être inquiété. Il s'est écoulé un petit peu de temps, et finalement, dans la soirée, je pense du 30 septembre 83, un des individus a appelé Roger pour lui dire c'est à soir que ça se fait. Vers 1h du matin à peu près. Ça a cogné à la porte. Et puis, il s'est fait tirer de 3 balles de revolver. Cette implication de Jocelyne Levasseur, comme celle de Roger Loiseau dans l'assassinat de Normand Lacombe, n'avait pas beaucoup surpris l'enquêteur Raymond Bellemare. En effet, le frère aîné de la victime, Maurice Lacombe, avait alerté les enquêteurs dès 1983. Mon père et Normand s'entendaient très bien. Là. Il venait voir mon père quasiment tous les soirs. Là. Il venait faire son tour, là. Il venait prendre son café. Là. Maurice Lacombe raconte à André Bisson et Raymond Bellemare que son frère, quelque temps avant son assassinat, lui avait fait part qu'il soupçonnait sa femme, Jocelyne Levasseur, et son ami Roger Loiseau d'entretenir une relation secrète. Roger et Normand se connaissaient depuis plusieurs années. Puis Roger, c'était un excellent mécanicien. Puis Normand faisait de la mécanique, un peu de mécanique aussi. Et de plus, il achetait des choses qu'il vendait. Aussi, il faisait du remorquage, ben un petit peu de mécanique. Donc, il se débrouillait là-dedans. Roger Loiseau, c'était un ami de la famille. J'ai des photos de lui que il est déguisé en Père Noël, puis je suis sur ses genoux quand je suis bien jeune, là, mais après ça, disons qu'après, c'était plus un ami de Normand. Fait que moi, je lui ai dit, voyons donc, c'est un Roger Loiseau qui peut avoir fait ça, là. Puis, c'est ça, mon frère, t'as pas mon avis, il fait 35 ans qu'on le connaît, puis, hein, c'est pas lui qui aurait fait ça, là. André Bisson, qui était aux côtés de Raymond Bellemare lors de l'enquête menée 7 ans plus tôt, se rappelle ce moment. Dans ce qui a été discuté avec lui, il n'y a pas vraiment d'éléments qui sont ressortis qui nous permettaient de pousser plus à fond des recherches concernant ses relations avec madame. La même chose s'est produite quand, subséquemment, on a rencontré madame. C'est sûr qu'on a discuté un peu de cet aspect-là. Encore là, j'avais des drôles de sentiments, mais pas assez pour permettre d'aller plus en profondeur à l'époque. Le 30 septembre 1983, Jocelyne Levasseur a été prévenue par Roger Loiseau que l'assassinat de son mari allait être commis le soir même. L'un des assassins, Sarandou ou Fidanouglou, se faisant appeler Mr. Smith, n'allait pas tarder à rappliquer au lendemain de l'exécution. Suite au meurtre
Et pour avoir de l'argent pour payer les tueurs, Roger et surtout Jocelyne, avec l'aide de Roger, ils ont vendu les effets personnels de Normand Lacombe. Son côte de cuir, ses poids et haltères, ainsi que d'autres marchandises qui appartenaient à Normand Lacombe. Et puis, avant de partir, le tueur a dit à Roger, il dit bonne chance avec la veuve. Et c'était la dernière fois qu'ils se sont vus. De la chance, l'oiseau n'allait pas en avoir avec Jocelyne Levasseur. Il n'allait pas en avoir non plus avec les policiers qui vont l'arrêter, puis l'inciter à tendre un piège à 3 de ses complices. Normand Lacombe a été abattu à la porte de sa résidence en octobre 1983, sans mobile apparent. L'enquête qui suit aboutit dans un cul-de-sac. 6 ans plus tard, Michael Sarandou raconte aux policiers avoir été payé 10 000 $ pour commettre cet assassinat, commandé par Jocelyne Levasseur et un ami Roger Loiseau. Celui-ci, en mars 1990, passe aux aveux. Il confirme avoir agi en accord avec Mme Levasseur, dont il était amoureux. Cette affirmation ne suffit pas à porter des accusations contre celle-ci. Il va falloir lui tendre un piège. Tu devrais pas rester ici. Suite au meurtre, il y a eu fréquentation, mais qui n'a pas duré vraiment longtemps. Reste, on va faire. Sérieux, Oui, Jocelyne a décidé non, on ne faut plus se revoir. Et donc, la liaison a été terminée. Ça y a plus 3 ans, ça remettre de ça. Ça y a plus 3 ans. Puis là, quand on l'arrête, là, sa vie est rangée. Donc, ça m'a fait penser un petit peu là, que c'était triste dans le fond. T'sais. Aujourd'hui, il est libéré, c'est sûr. Et puis, je suis certain qu'il, sans avoir jamais eu contact avec, je suis sûr qu'il mène une très bonne vie. On a continué l'enquête avec lui. Puis c'est un gars qui était extrêmement calme, gentil, poli. Puis dans le fond, là, il avait fait commettre un meurtre, 1er degré, ce qui était excessivement grave. Mais j'avais une certaine pitié pour ce gars-là. Parce que je trouvais qu'il... réellement, je trouvais qu'avec l'histoire qu'il nous a racontée, je trouvais que c'était fait embarquer par Jocelyne Levasseur. Il n'y a pas que Roger Loiseau avec qui Jocelyne Levasseur a vite coupé les ponts. La famille de son mari assassiné n'allait guère la voir aussi. Après le meurtre, Jocelyne a disparu dans la nature. Là, on la voyait plus. Oui, il y a eu un gros montant d'assurance. 75 000 d'assurance. Parce qu'elle dit à Normand, t'as un bicycle, elle dit, s'il arrive de quoi, tombe en bicycle, puis tu te fais tuer ou de quoi, tu sais, les enfants n'ont pas d'argent. Fait qu'il y avait des assurances de mon beau-frère, là. Mon beau-frère, ils avaient assuré, là. Les mois finissent par passer au lendemain de l'assassinat, sans que surviennent de nouveaux développements dans l'enquête. 3 ans après le drame, le policier Raymond Bellemare relance son enquête et contacte Jocelyne Levasseur, qui s'est acheté un commerce. Je crois que c'était en 85-86. Il avait été la rencontrer à son salon de bronzage, comme quoi qu'il voulait avoir des... il y avait des questions à leur poser, puis elle avait dit oui, je vais me rendre demain, puis en fin de compte, c'était une lettre d'un avocat que M. Bellemare avait reçue, qui, comme quoi qu'elle voulait plus rien savoir de ça. 7 ans après le drame, Jocelyne Levasseur est mariée à un type qui était déjà dans le décor au moment de l'assassinat de Normand Lacombe. Il est connu des policiers, car il a déjà eu maille à partir avec la justice. Puis lui aussi, il a passé en cours pour meurtre, là, pour un meurtre que, par faute de preuve, il avait sorti, là.
Jean-Guy Auger et Raymond Bellemare disposent d'une confession signée de Loiseau. Mais cela ne suffirait pas à faire condamner sa complice à coup sûr, ni les autres comploteurs. Les enquêteurs vont alors convaincre l'amant et conduit de participer à une mise en scène téléphonique pour tenter de compromettre la suspecte, puis 2 autres complices. Si tous tombent dans le piège, on pourra les traduire en justice. Là, on lui a demandé, regarde, là, on voudrait que tu appelles Jocelyne Levasseur. Parce que c'est sûr, on avait mis de l'écoute électronique. Je l'ai mentionné, puis ça faisait partie de notre travail, filature, écoute électronique. Et, effectivement, il a appelé Jocelyne Levasseur. Il lui a parlé que les enquêteurs étaient venus le rencontrer, puis que ça le fatiguait énormément. Le prétexte qu'invoque Loiseau auprès de son ex-flamme, il est sans le sou et aurait besoin qu'elle le dépanne. Après tout, elle avait touché une indemnité des assurances. Son interlocutrice se montre d'abord surprise de son appel. Loiseau s'amène ensuite sur le terrain miné du meurtre de Lacombe. Il se plaint d'être victime du harcèlement des policiers. Sans s'impliquer, celui-là, tu voyais là, qu'il y avait une participation. Parce qu'elle a mentionné à ce moment-là, elle a dit laisse-les faire, c'est pas grave. Là, t'hallucines, là, OK. Laisse-les focoyer là-dedans. Mais aussi, elle demandait, mais pourquoi tu m'appelles au téléphone pour me dire ça? Là? Mais elle dit, je parle pas au téléphone. Fait que là, sans mentionner ça, ça faisait une certaine preuve à la cause. Là. Donc, avec les informations qu'ils nous avaient fournies, la déclaration et l'enregistrement de tout le kit, là, on a arrêté finalement Jocelyne Levasseur par la suite. Les enquêteurs font entendre les propos de Mme Levasseur au procureur de ce dossier, qui estime qu'il trahissait ce qu'il est convenu d'appeler, en termes juridiques, une intention coupable. Ce fait, ajouté au témoignage de Loiseau, allait permettre de porter une accusation de meurtre prémédité contre la suspecte. Tout ce qui s'est ramassé comme preuve, là, ben, c'est les enquêteurs. C'est pour ça que tu fais, au homicide, tu fais attention. Attention de pas te tromper, de pas faire d'erreur. Parce que, après ça, quand tu accuses les individus, les personnes, tu t'en vas à la cour. Et à la cour, c'est toi qui suis le dossier. C'est toi qui es assis à côté du procureur. À court terme, 2 autres comploteurs se trouvent aussi dans la mire des enquêteurs. Le premier type que Loiseau a contacté, un certain Simard qui se trouvait être le copain de sa sœur. Celui-ci a accepté de tuer Normand Lacombe, mais s'est finalement désisté, non sans avoir présenté à Loiseau une dame Baudin qui, elle, a mené celui-ci à Marcel Sacatelli. C'est ce dernier qui a été le lien fatal entre Loiseau et les assassins. Suite à l'interrogatoire de Roger, c'est sûr, on l'a fait appeler l'individu qui était censé faire l'ex-ami de sa sœur, si vous voulez. Et puis, il a confirmé les faits au téléphone. Dans les jours suivants, mais on a émis un mandat d'arrestation contre l'individu en question. On l'a arrêté. Les enquêteurs, avec la complicité de Loiseau, ont donc refait le coup du piège téléphonique à Simard et à Mme Baudin. Bien entendu, tout ce monde est accusé. Roger, meurtre premier degré, et les 2 autres, complot pour meurtre, ainsi que Jocelyne Levasseur pour meurtre premier degré. Une semaine après que Roger Loiseau soit passé aux aveux, on a donc procédé à l'arrestation de Mme Levasseur. Les enquêteurs n'ont pas manqué de l'interroger, mais en vain. C'est pas du tout le même genre que Roger Loiseau. Là, c'est complètement l'opposé de Roger. Là. C'est une personne qui... je me doutais qu'il n'y aurait pas de collaboration, mais pas du tout. Puis, elle n'était pas pour nous conter l'histoire. Effectivement, elle l'a pas compté. Puis, elle a appelé un avocat. Puis, c'est son droit, remarquez bien. Mais elle a appelé un avocat, puis ça a fini là.
7 ans après le drame, Jocelyne Levasseur, Roger Loiseau, une dame Baudin et un certain Simard sont derrière les barreaux. Il restait à voir si le tribunal allait conclure le travail des enquêteurs. Normand Lacombe a été abattu à la porte de sa résidence en octobre 1983. 7 ans plus tard, sa veuve Jocelyne Levasseur et un ami de la victime, Roger Loiseau, sont arrêtés puis accusés de meurtre. 2 autres comploteurs y passent aussi. On ne tarde pas à les traduire en justice. Roger Loiseau est le premier à y passer. Roger Loiseau ainsi que Jocelyne Levasseur ont été accusés de meurtre premier degré. Bien entendu, Roger a plaidé coupable à la cour à meurtre deuxième degré et a été sentencé à 10 ans de pénitencier. Son premier contact, le dénommé Simard, qui avait d'abord accepté de liquider Normand Lacombe, mais s'était finalement désisté, est accusé de complot de meurtre et écope de 5 ans de prison pour avoir mené Loiseau à une dame Baudin. Il avait un casier judiciaire. Celle-ci, lors de son arrestation, s'est mise à table tout de suite. Elle a confirmé avoir mis Loiseau en contact avec Marcel Sacatelli, qui lui a recruté les 2 assassins. Au bout du compte, parce qu'elle n'a pas de casier judiciaire, Madame Baudin, elle aussi accusée de complot de meurtre, en prend pour 2 ans. Il reste donc à boucler le fameux Sacatelli. Là, les enquêteurs sont désarmés. On n'a pas d'autres preuves contre lui que le témoignage de Loiseau. Il fallait se résigner à le laisser aller, lui qui était pourtant une pièce maîtresse du complot. Ce que ne peuvent pas savoir les enquêteurs, c'est que l'avenir leur réservait une agréable surprise en ce qui concerne ce Sacatelli. En attendant, la justice allait décider du sort de Jocelyne Levasseur, mais cela n'allait pas s'avérer simple. Elle se défend bien d'avoir trempé dans l'assassinat de la victime. Elle racontera en cours que c'est à la suite du décès de son compagnon qu'elle a entrepris une relation avec Loiseau, et qu'à un certain moment, celui-ci lui a fait part de sa participation au meurtre. Elle expliquera alors ne pas l'avoir dénoncé parce qu'il avait été très clair. Si elle en parlait aux policiers, il l'impliquerait dans le complot. Jocelyne Levasseur refusant d'admettre sa culpabilité, il allait donc y avoir un procès. Un procès qui a duré plus d'une semaine environ. Bien entendu, on a fait témoigner Roger Loiseau, qui était le témoin principal. Puis cet individu-là, comme je l'ai mentionné, il avait l'air tellement honnête. Si le procès avait été plutôt court, en revanche, les délibérations du jury allaient durer 5 longues journées, ce qui dépasse la norme. Il y avait le conjoint de Jocelyne Levasseur qui, lui, était à la cour, puis il se promenait, puis continuellement, il était assez arrogant. Et puis continuellement, qui nous disait, il n'y a rien là, on va être acquitté, puis il faisait un genre d'un petit peu d'intimidation là, dans le corridor, là, tu sais. On reste calme, puis on va attendre les événements. Et c'est ce qui est arrivé. Effectivement, il a été trouvé coupable de meurtre premier degré. Comme il s'agissait d'une accusation de meurtre prémédité, Jocelyne Levasseur écope automatiquement d'une condamnation à l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, avant 25 ans. L'affaire n'allait pas en rester là. Éventuellement, elle aboutira en Cour suprême. On ordonne la tenue d'un nouveau procès. Le procureur de l'accusation et l'avocat de Jocelyne Levasseur entament des négociations. Finalement, les avocats se sont entendus. Ça donnait rien de faire un nouveau procès. Elle a plaidé coupable au meurtre deuxième degré. Elle a été condamnée à la prison à vie avec une libération après 10 ans. L'ironie de l'affaire, c'est que les 2 assassins, Michael Sarandou et Michael Fidanoglou, n'avaient pas été inquiétés. Pas plus que Marcel Sacatelli, l'intermédiaire principal entre lui et les commanditaires de l'assassinat. Il faudra attendre 10 autres années avant qu'il refasse parler d'eux. Le 13 juillet 2001, un braqueur sort en trombe d'une banque du centre-ville montréalais qu'il a tenté sans succès de dévaliser et prend ses jambes à son cou. Le policier André Leclerc, qui patrouille dans le secteur, se lance à ses trousses. Mal lui en prend. Le fuyard se retourne et l'atteint de plusieurs balles avant d'être pris quelques minutes plus tard. Le policier miraculeusement s'en tirera. Son agresseur, lui, devra payer les pots cassés.
Le braqueur n'est nul autre que Michael Sarandou, qui 12 ans plus tôt avait avoué à des enquêteurs avoir assassiné Normand Lacombe. En cet été 2001, il sort tout juste de prison pour le meurtre de sa nouvelle amie de cœur en 1989. Libéré sous condition en mai 2001, il s'en prenait à l'agent Leclerc 10 semaines plus tard. En février 2004, il est déclaré coupable de tentative de meurtre du policier Leclerc. Dans les semaines qui suivent, ce tireur fou et toxicomane invétéré est déclaré délinquant dangereux. Il ne sera pas libéré tant que les autorités n'auront pas la certitude absolue qu'il ne présente plus aucun danger. Autant dire qu'il risque de croupir en prison pour toujours. Roger Loiseau, Jocelyne Levasseur, de même que le dénommé Simard et la dame Baudin, avaient été punis. Michael Sarandou était maintenant derrière les barreaux, ad vitam aeternam. Il ne restait plus que le cas de Sakatelli et de Fidanoglou à régler. Éventuellement, l'équipe des crimes non résolus de la police montréalaise prend la relève dans le dossier. Marcel Sakatelli a été arrêté à l'automne 2004. L'ex-pâtissier avait changé de métier. Il était devenu tinoir le ramoneur et avait des problèmes de santé. En octobre 2006, 23 ans exactement après qu'il ait recruté Sarandou et Fidanoglou pour tuer Normand Lacombe, il se reconnaît coupable de complot pour meurtre et écope de 5 ans de prison. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un seul acteur du drame qui n'ait pas été poursuivi. Les policiers manquent de preuves pour porter des accusations contre Michael Fidanoglou. Celui-ci est cependant derrière les barreaux. Tout aussi dangereux et incorrigible que son complice Sarandou, il purge une peine de prison pour avoir commis plusieurs vols à main armée. Le dossier du meurtre de Lacombe, c'est un dossier digne d'un roman policier, d'un scénario de film, parce que c'est rare, c'est très rare que ça arrive qu'une femme et son amant font tuer le mari, que la police va réussir à impliquer 6-7 personnes dans ce dossier-là. Tout du monde ordinaire, là. C'est pas une enquête sur la mafia, les Hells Angels, puis Maurice Boucher, puis les Rizzuto, là. C'est un petit gars de la Chine, un petit peu, qui paye peut-être pas tous ses impôts, mais c'est un personnage bien ordinaire. Avec mon frère qui nous manque encore. Il manque de ta famille. Il a quoi, 56 ans aujourd'hui, là? Son gars, il semble, là. Petit normal, junior, là. Il semble bien gros à son père, là. Main grandeur, main grosseur, là. C'est ça, il a des souvenirs de ça, là.